Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. La réflexion sur l'école, son organisation et sa mission est au centre des préoccupations du Cameroun depuis les États généraux de l'éducation tenus du 22 au 27 mai 1995. L'objectif de ces assises était de rendre les enseignements utiles et adaptés aux besoins et aspirations profondes de la société camerounaise. À en croire différents documents relatifs à l'éducation produits jusqu'alors, la volonté de réformer le système éducatif camerounais s'inscrit dans les priorités de l'action gouvernementale. Cette volonté est mise en œuvre par le ministère des Enseignements secondaires du Cameroun en 2012. Celui-ci a opté pour une réforme curriculaire tant dans la réécriture des programmes qu'au niveau des pratiques pédagogiques, avec pour socle l'approche par compétences, APC. Ce faisant, l'approche par compétences a quitté le champ de l'entreprise pour rejoindre le domaine de l'éducation en général et celui de l'enseignement et de la pédagogie en particulier. Et dans ce mouvement amorcé depuis la fin des années 90 du siècle dernier, aucun niveau d'enseignement ni aucune discipline ne semble y échapper. L'APC intéresse donc toutes les disciplines en général et les langues étrangères, allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, en particulier. Depuis 2010, la langue italienne est enseignée dans les lycées et collèges camerounais. En effet, la promotion et la diffusion de cette langue passent en premier lieu à travers une réponse en termes quantitatifs et surtout qualitatifs des enseignements-apprentissages dans les trois pôles de vulgarisation que sont les universités d'État, les centres linguistiques privés, agréés ou pas, les établissements publics du ministère camerounais des enseignements secondaires. Avec l'introduction de l'italien dans ces établissements, le discours sur la didactique des langues redevient incontournable dans le fonctionnement éducatif. Elle a fait passer l'acte d'enseignement d'une pédagogie centrée sur le contenu d'apprentissage à une pédagogie centrée sur l'apprenant. Ceci ne veut pas dire que le savoir devient secondaire comme l'affirment les tenants d'une école à l'ancienne. Mais au contraire, que dans les démarches scolaires, la didactique invite constamment à critiquer épistémologiquement les savoirs et à construire les compétences à travers la mobilisation des ressources pour pouvoir arriver à une décision. Une telle approche, baptisée approche pédagogique par compétences, APC, doit, dans l'enseignement-apprentissage de l'italien dans notre pays, viser un meilleur développement de l'apprenant dans un souci de justice et d'équité. Et comme désormais les apprentissages ont du sens pour lui, le dispositif pédagogico-didactique mettra l'accent sur le développement des compétences avec pour socle les pratiques réflexives articulées autour de la remédiation et de la régulation comme principe directeur. Il y a donc là, comme le précise Pernoud 2000, un élan vers la réduction de l'échec scolaire, donc un renforcement de l'efficacité interne du système éducatif. Partant de telles considérations d'ordre général, ce texte se focalise sur la mise en œuvre de l'approche par les compétences dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères en général, et de l'italien au Cameroun en particulier. À travers une description des objets et des lieux d'une didactique des langues cultures adossée à une logique de développement des compétences, nous visons à démontrer qu'une telle approche, dans le système éducatif camerounais, doit permettre aux acteurs de l'éducation, notamment les enseignants d'italien, de renouveler, d'améliorer, de prolonger et de contextualiser leurs méthodes et pratiques pédagogiques. Dans un objectif herméneutique, nous sollicitons plusieurs disciplines parmi lesquelles majoritairement les sciences du langage et les sciences de l'éducation, mais aussi la didactique des langues cultures et l'anthropologie de la communication. La communication est au cœur de la situation d'enseignement. D'ailleurs, selon J.M. van der Maren, 1996, elle est même la principale source de difficulté de l'enseignant. Par définition, la communication est un acte constitué d'éléments verbaux, mais surtout d'éléments non verbaux. Pour les comprendre, chacun des interlocuteurs se réfère généralement à ses propres cadres de référence. Dans une situation d'enseignement-apprentissage de l'italien dans une classe de 4e d'un lycée camerounais par exemple, la communication se fait dans un contexte de langue-culture hétérogène, elle est de nature interculturelle et le cadrage didactique, Leclerc, 2011/29, plus affirmé et forcément différent. Le contact avec la langue peut générer un choc culturel. Nous nous interrogeons précisément sur le rôle de l'efficacité d'un tel choc,
dans une situation d'enseignement-apprentissage de l'italien au Cameroun. Pour étudier la communication qui se joue dans les situations d'enseignement-apprentissage de l'italien, nous avons mené une enquête auprès des enseignants d'italien des lycées et collèges du Cameroun. Cette méthode nous paraissait plus adaptée dans la mesure où sa démarche est compréhensive et s'appuie à la fois sur l'observation et l'entretien. À cet effet, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs auprès de 75 enseignantes issues de la même école de formation, École normale supérieure de l'Université de Maroua, et observé leur pratique mise en œuvre de l'approche par compétences au sein des séances d'enseignement en italien. Comme nous souhaitons être dans une position d'observateur qui favorise au maximum l'objectivité, nous avons choisi l'observation systématique. L'introduction graduelle de l'APC, dans les salles de classe de langue vivante 2 constitue, à notre sens, un événement d'une grande importance dans le système éducatif camerounais. En effet, la bonne compréhension de cette approche devrait défendre la consubstantialité de l'objectif et des compétences. Autrement dit, ce que nous appelons à l'école, intelligence des objectifs ou mobilisation des ressources en vue de prendre une décision, implique des changements dans la façon d'enseigner notamment, de travailler par énigmes, débats, situations-problèmes, petits projets de recherche, observation, expérimentation, le tout pour amener l'élève à s'intégrer activement dans le processus de construction des connaissances, vers nous 2000. Il s'agit pour nous de chercher quelles méthodes et pratiques d'enseignement-apprentissage de l'italien peuvent permettre aux élèves de vivre dans l'interculturalité. Dans le premier chapitre de ce livre, nous voulons interroger les différents rapports qui peuvent exister entre les théories de l'apprentissage et l'approche par compétences. Partant d'une étude de l'évolution du statut de la connaissance, nous voulons voir comment les attentes de la société et les contraintes spatio-temporelles ont non seulement contribué au développement des formes d'éducation présentes dans le monde, mais aussi permis d'engager des réflexions profondes sur l'efficacité des différentes pratiques pédagogiques utiles à l'acquisition soit des connaissances, soit des compétences. La circonscription de ce cadre théorique a favorisé dans le second chapitre, qui est un essai qualitatif de cette recherche, de nous intéresser aux méthodologies et aux concepts de langue-culture en lien avec son objet, l'enseignement-apprentissage de la langue italienne au Cameroun. C'est pourquoi une visée compréhensive de cette réflexion va nous rappeler le contexte dans lequel émerge la question de l'approche par les compétences en didactique de l'italien dans les lycées et collèges camerounais. Cela nous amènera au préalable à développer le lien entre la langue et la culture, en nous intéressant d'abord à l'émergence du concept puis à celle de la discipline. Une mise en état des lieux de la didactique de l'italien au Cameroun sera faite, afin d'avoir les bases pour mieux cerner le processus de formation linguistique, notamment par l'intermédiaire des changements terminologiques. Avec ces derniers, nous pourrons cerner les concepts opérationnels de l'APC en nous focalisant sur la notion de compétence en didactique des langues, avec un élargissement au paradigme interculturel tout en mettant l'accent sur la rencontre altéritaire et sur la notion récente de dialogue des cultures, abordée aussi dans une approche interculturelle. L'étude des théories sur l'enseignement spécifique des langues et cultures en général, et de l'italien en particulier mettra en avant, d'une part la notion de la construction des compétences en italien LS pour les apprenants, et d'autre part les défis à relever dans les enseignements-apprentissages de l'italien avec l'introduction dans le système éducatif camerounais, de l'approche par les compétences, APC. Dans le troisième chapitre, nous étudierons les théories en lien avec notre question de recherche. Premièrement, nous analyserons l'opérationnalisation de l'APC dans le système éducatif camerounais en général, et dans la didactique de l'italien en particulier. L'adoption de cette nouvelle doxa pédagogique dans le contexte de la réforme scolaire au Cameroun a notamment touché les aspects curriculaires dans plusieurs disciplines. C'est ainsi qu'en italien, la nécessité d'élaborer un nouveau curriculum adossé à l'APCESV et ses corollaires constituera une réponse à la préoccupation des principaux acteurs de l'éducation, afin de pallier aux problèmes identifiés dans l'approche par objectif. Le dernier chapitre expliquera notre méthodologie en justifiant nos choix pour les implications que l'approche par les compétences a au cœur des situations d'enseignement-apprentissage de l'italien au Cameroun. Nous ferons alors une évaluation à mi-parcours des pratiques pédagogiques enseignantes selon l'APC,
Depuis son implémentation en 2012 dans certaines disciplines et sa première mise en œuvre au début de l'année scolaire 2016-2017 dans les classes des langues étrangères en général, et de l'italien en particulier. En fait, ce chapitre permettra de savoir dans quelle mesure le changement de perspective épistémologique de l'APC pourrait aider les enseignants et les apprenants d'italien à favoriser la dimension interculturelle à l'intérieur d'une relation authentique de construction et de co-construction de savoir et de savoir-faire dans un contexte marqué par des conditions de pratique difficiles. Chapitre 1 Théorie de l'apprentissage et approche par compétences. Traiter une question aussi importante que celle des réformes éducatives pose un certain nombre d'exigences, dont la revue de recherche ayant traité des problématiques similaires, du moins celles qui ont pu servir de socle à d'autres études inscrites dans la même veine. Les réformes mises en place sur le modèle de l'approche par compétences étant au centre de nos préoccupations, celle-ci sera consacrée pour l'essentiel à l'analyse des quelques recherches ayant porté sur cette question. Parallèlement, nous tenterons de dégager les liens fondamentaux pouvant exister entre l'APC et les courants de recherche développés dans le domaine de la psychologie cognitive, notamment les théories d'apprentissage. De fait, on sait que l'activité éducative et les transformations que connaît le monde de l'école sont influencées par les mouvements et les postures philosophiques, psychologiques et politiques du moment, Boutin 2004. Cela s'explique d'une certaine manière par le fait qu'à travers l'histoire, on peut distinguer 4 grands mouvements dans l'évolution du statut de la connaissance, de Kettel 2007, Rougiers 2001. Ces différents mouvements qui attestent que l'éducation, loin d'être un objet statique et fossilisé, a évolué de façon continue au fil du temps, grâce à diverses pressions sociales et autres exigences. Autrement dit, c'est à la fois les attentes de la société et les contingences particulières à chaque époque qui ont façonné et déterminent encore, de nos jours, les différentes formes d'éducation que l'on rencontre de par le monde. Parallèlement aux conceptions, les pratiques pédagogiques ont elles aussi évolué, non seulement dans le sens de faciliter l'apprentissage, mais aussi dans le but de rendre celui-ci plus efficace, c'est-à-dire utile, aussi bien à celui qui acquiert des connaissances et des compétences, qu'à la société dans laquelle il évolue. Ce dernier aspect intègre aussi, on s'en doute, les questions liées aux effets d'externalité de l'éducation. 1.1. L'évolution du statut de la connaissance. 1.1. La tradition des fondements. Elle prend sa source dans l'étude et ou la traduction des œuvres littéraires et philosophiques des grands auteurs grecs et romains depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. La connaissance et la transmission de la culture se fondent sur des enseignements encore appelés « humanités anciennes », lesquels sont censés avoir abordé tous les domaines depuis la création. Les enseignements touchent des domaines aussi bien scientifiques, culturels que philosophiques. Les facultés de lettres et de philosophie, facultés nobles, y constituent les pôles de référence. Les connaissances s'acquièrent à partir de l'étude des commentaires des maîtres, que l'élève doit pouvoir commenter à son tour. De nos jours, il en subsiste encore quelques traces à travers les options d'apprentissage du grec et du latin. 1.1.2. Le modernisme classique. Le modernisme classique et encyclopédique naît de la curiosité scientifique, qui va conduire les individus à établir des lois sur la base d'observations naturelles, de vérification et d'expérimentation. Connaître, c'est restituer un savoir assimilé, alors qu'enseigner revient à transmettre des savoirs. Dans beaucoup de champs et à la faveur de nombreuses découvertes et de multiples expériences, de grands principes sont énoncés. Ils concernent aussi bien les sciences exactes que d'observation encore appelées sciences naturelles, aujourd'hui sciences de la vie et de la terre, SVT. Parmi les précurseurs, on peut citer pêle-mêle, Claude Bernard, Pascal, Gauss, Diderot et bien d'autres, dont les recherches ont permis d'asseoir la connaissance ou de prédire des phénomènes dans des domaines aussi variés que pointus tels que la médecine, les mathématiques, les statistiques, etc. Progressivement, les facultés des sciences, de même que l'importance des écoles d'ingénieurs va s'accroître au sein des universités, alors qu'un mouvement inverse s'opère dans les filières linguistiques et philosophiques, jusque-là considérées comme nobles. Les programmes des humanités anciennes sont peu à peu supplantés par ceux des humanités modernes, bien qu'ils soient construits autour d'un répertoire de contenus d'apprentissage. 1.1.3.
Le modernisme scientifique expérimental. Le modernisme scientifique et expérimental est la conséquence de la conjonction du taylorisme et du behaviorisme, deux mouvements qui visent à introduire plus de rationalité dans la compréhension aussi bien des mécanismes de développement industriel au profit de la croissance économique, que celle de la démarche appliquée aux sciences humaines à partir de la croissance économique, à partir de l'observable et des comportements qui ne relèvent pas de l'intention. D'un côté, le taylorisme veut instituer plus de rigueur dans les modes de production industrielle, afin d'accroître la production. De l'autre, le behaviorisme tente de réduire la complexité des phénomènes étudiés par la méthode du saucissonnage des éléments en structures de plus en plus simples ou en de courtes séquences observables. Ces mouvements vont avoir une influence notable sur le monde de l'éducation à travers des auteurs comme Magère 1962, 1971, mais surtout Bloom 1968, 1976, 1979 et d'autres grands chercheurs comme de Kettel 1980, Hamlin 1980, de Lancher 1980 ou D'. Hainaut 1983, qui ont beaucoup travaillé sur la pédagogie par objectif. Le principe de la pédagogie par objectif, PPO, consiste à décomposer l'objet d'étude en unités de plus en plus fines, précises et hiérarchisées. On ne peut passer à un nouvel apprentissage tant que l'on n'est pas assuré que les prérequis nécessaires à celui-ci ont été installés chez l'apprenant. Il va s'ensuivre un vaste mouvement de réforme de curricula, sur le modèle de la pédagogie de la maîtrise, aussi bien dans les filières scientifiques de référence comme les facultés de médecine ou d'ingénieurs, qu'au niveau des grandes écoles d'enseignement professionnel. Les traces de ce mouvement restent encore susceptibles, voire très prégnantes dans la plupart des écoles normales supérieures africaines, INS, et des unités de formation professionnelle comme les écoles normales d'instituteurs, ENI, qui majoritairement éprouvent jusqu'alors d'énormes difficultés à opérer la transition d'un curriculum bâti sur le modèle de l'arbre des objectifs vers un véritable référentiel de compétences. 1.1.4. Le postmodernisme professionnalisant. La vision a priori du postmodernisme professionnalisant semble aller de pair avec celle de l'économie de marché et de la libre concurrence. Cependant, face aux enjeux de la mondialisation qui affectent directement le monde socio-économique, la recherche de nouvelles formes d'autonomie et de responsabilité des individus passe par l'adaptabilité, la flexibilité et la performance. Dans un environnement de plus en plus compétitif et dans lequel l'efficacité et la rentabilité constituent des enjeux fondamentaux, le diplôme devient un critère de sélection, et la compétence un atout majeur dans les opportunités d'offre d'emploi ou l'exercice d'un métier. Les plus diplômés ont en effet plus de chances d'obtenir un emploi, d'autant plus que le diplôme est censé apporter davantage d'informations sur les capacités de l'individu. Toutefois, le signal du seul diplôme peut s'avérer insuffisant pour faire face à une situation problème même si l'on détient des connaissances et/ou des techniques indispensables à sa résolution. En effet, comme le rappelle Rogier 2006, aujourd'hui le pouvoir n'est plus à celui qui sait comme autrefois, ni même celui qui cherche, mais à celui qui agit, entreprend, organise et gère. Fondamentalement, cela revient à former des individus compétents, c'est-à-dire capables d'accomplir de façon efficace des tâches associées à leurs fonctions. D'où l'émergence du concept de référentiel de compétences et d'un curriculum fondé sur les compétences requises attendues dans des sections de formation qui soient réellement professionnalisantes. Par exemple, le projet UNICAP, Unité capitalisable, procède de cette logique au sein de l'Union européenne. Celui-ci vise non seulement à élaborer des référentiels de compétences en fonction des types de métiers, mais aussi à répartir la formation en unités capitalisables. Tableau 1. Les 4 périodes de l'évolution du statut de la connaissance. Source de Kettel 2007. 1.2. Les modèles théoriques de l'apprentissage. Le courant idéologique porté par le développement des compétences à l'école n'est pas nouveau en soi. Dans sa version initiale, on peut relever qu'il a émergé du taylorisme et de l'organisation du travail. En effet, dès la fin des années 60 et en opposition pour un temps du moins à l'approche centrée sur la personne dont Maslow et Rogers sont les chefs de file,
ce courant envahit d'abord le système scolaire américain avant de s'imposer assez rapidement au reste du monde, Boutin 2004. Le passage de la culture des objectifs à celle des compétences s'inscrit dans la pensée des théories psychologiques, ayant contribué à l'utilisation et à la transformation des méthodes d'enseignement dispensées. Chaque modèle met en relief une dimension du bon apprentissage. Bien qu'a priori, il n'existe pas de relation de fait entre théorie psychologique et pratique pédagogique, Goupil et Lusignan, 1998, on ne peut mettre en doute l'influence plus ou moins forte que les premières ont eue sur les secondes. Les théories psychologiques ont de toute évidence contribué pour une large part à modifier les pratiques en milieu éducatif, idem. On peut regrouper les modèles d'apprentissage en 3 grands courants. Le courant associationniste caractéristique du modèle behavioriste et néo-behavioriste, le courant constructiviste, lequel a évolué sur le socio-constructivisme, Gagnebin, Guignard et Jacquet, 1997, et le courant interactionniste dans lequel s'inscrivent les modèles de la cognition située et la théorie d'expertise. Répartis selon plusieurs perspectives, une première approche dite behavioriste met l'accent sur les différentes formes de conditionnement ou modification des comportements. Une autre s'intéresse aux stratégies mentales du sujet, le traitement de l'information ou approche cognitive. L'approche développementale et l'approche socio-cognitive, à leur tour, se préoccupent à la fois des étapes de développement et des interactions entre le sujet et son environnement social. Enfin, une dernière approche que l'on peut qualifier d'interactionniste ou d'intégratrice tente d'articuler entre elles les approches précédentes, Goupil et Lusignan, 1999. C'est dans ce dernier courant que l'on peut inscrire les approches par compétences. Par ailleurs, selon la période, mais surtout le milieu, chaque approche peut trouver en pratique une filiation conjoncturelle ou contextuelle du fait que chacune d'elles suggère des outils susceptibles de faciliter au mieux les apprentissages. Ces outils ont pour visée, soit d'améliorer les résultats des apprenants, soit de stimuler les capacités d'apprentissage de ces derniers. 1.3. La conception des apprentissages dans le courant associationniste. Caractéristique des approches transmissives, le courant associationniste tente à présenter le savoir comme objet extérieur à la cognition, Dubois et Dago 2007, et à privilégier surtout l'apprentissage des ressources à l'école. Il découle beaucoup plus facilement sur une entrée par les contenus, ce qui, dans l'enseignement, correspond à un niveau d'apprentissage qualifié par Ray et al. 2006, de procédures élémentaires, ou compétences de premier degré, lesquelles correspondent aussi à l'apprentissage des savoirs et des savoir-faire élémentaires. Le courant associationniste a débouché sur le modèle behavioriste, dont le principe de base soutient que l'acquisition des connaissances s'effectue par paliers successifs. Ces paliers doivent être aussi petits que possible afin de minimiser l'éventuel caractère aversif des erreurs et accroître la fréquence des renforcements, Dubois et Dago, 2007. C'est là une des applications de ce modèle, qui a été traduit dans la PPO et lequel consiste à décomposer l'apprentissage final en objectifs successifs, repérables par des comportements observables et articulés les uns sur les autres par ordre de complexité croissante suivant un schéma taxonomie. L'une des influences les plus visibles du behaviorisme a été sans doute de favoriser, dès la fin des années 50 aux États-Unis, l'élaboration des programmes d'études en fonction d'objectifs d'apprentissage. Cette approche consiste à définir pour chaque discipline des étapes et des seuils à accomplir par l'élève pour atteindre un but donné. Elle a également favorisé les pratiques d'évaluation. On évalue un élève en fonction d'objectifs précis et à l'aide de critères connus tant des élèves que des enseignants. Les théories behavioristes et néo-behavioristes vont évoluer vers la pédagogie de maîtrise, le néo-behaviorisme ayant pris en compte un certain nombre d'acquis de la neuropsychologie, laquelle reste encore fortement influencée par les théories associationnistes. Elle a cependant évolué sous l'effet du constructivisme. Les pratiques pédagogiques découlant des théories associationnistes et behavioristes ont encore une forte prégnance dans beaucoup de systèmes d'enseignement. Dans certains cas, on peut même affirmer que c'est la seule alternative possible, au regard de l'organisation peu structurée des systèmes scolaires comme c'est courant dans nombre de pays en développement PED. En effet, dans ces pays, il est facile d'observer des pratiques pédagogiques distantes des prescrits officiels.
Cette situation peut s'expliquer par le fait que dans certains contextes, il faut parfois savoir faire fi de son idéologie et se montrer réaliste par rapport à l'environnement. 1.4. Les pratiques pédagogiques de type associationniste. Elles sont, à l'instar d'autres pratiques pédagogiques, contingentes entre autres, de la structure organisationnelle des systèmes scolaires, des niveaux professionnalité des enseignants, des conceptions propres à chaque système éducatif, et du niveau d'enseignement concerné. Dans le secteur d'enseignement formel, le recours aux pratiques de type transmissif est révélateur, du moins pour certaines catégories d'enseignants, d'une formation professionnelle peu solide, tronquée ou simplement inexistante. Dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne et particulièrement au Cameroun, on constate assez souvent que pour pallier au déficit criant d'enseignants dans les classes, les responsables éducatifs opèrent des recrutements sur des critères peu rigoureux, comme par exemple le niveau d'instruction ou le titre académique, surtout au bénéfice des établissements localisés en zone rurale, éloignés ou déshérités, quel que soit le cycle d'enseignement concerné. Au pire des cas, c'est le clientélisme qui va jouer dans l'accès à la fonction enseignante. Au final, nombre d'entre eux sont directement envoyés sur le terrain pour se former au contact des élèves. Cette catégorie d'enseignants, pour peu qu'ils soient véritablement animés de la volonté d'exercer la fonction et construire leur professionnalité, vont au mieux avoir recours à l'expérience pratique du terrain ou évoquer de lointains souvenirs qu'ils ont vécus eux-mêmes par le passé en qualité d'élèves. Toutefois, même parmi les enseignants formés dans les établissements habiletés, ENIG, ENIET, INS, N7, où les contenus et les référentiels de formation sont supposés actualisés et adaptés au niveau des recherches les plus récentes en éducation, la pratique des méthodes transmissives persiste en dépit des recommandations des instructions officielles, IO, qui exigent d'en limiter l'usage. Ces écarts entre les prescrits officiels et les véritables pratiques peuvent s'expliquer en partie par le manque de suivi, ou d'accompagnement et son corollaire, l'absence d'un véritable organe de contrôle dans le secteur de l'éducation des PED. Dans beaucoup de secteurs non formels, le modèle transmissif est une norme méthodologique presque établie. L'enseignement religieux en est une parfaite illustration. Celui-ci fait beaucoup plus appel aux capacités mnémoniques des élèves qu'à une véritable maîtrise des apprentissages. Les établissements privés, mais également les formes courantes d'éducation traditionnelle peuvent être assimilées à cette catégorie. Les modèles associationnistes procèdent de façon évidente du paradigme de l'enseignement, dont l'une des forces dures reste naturellement attachée aux pratiques pédagogiques de type magistral. 1.5. La pédagogie de la maîtrise. On peut relier l'émergence de la pédagogie de la maîtrise, PM, et ses suites aux facteurs à la fois scientifiques, résultant de divers courants de pensée, des recherches, d'observation et d'expérience, mais aussi d'analyse de contraintes et d'opportunités contextuelles ou de contingences sociales et économiques. D'un côté, le monde industriel à travers le taylorisme en ergonomie cherche à intégrer plus de rationalité dans la gestion des processus de fabrication en usine. Les buts sont multiples. Produire plus vite, produire de la qualité, accroître le rendement donc la rentabilité. De l'autre côté, les sciences qui évoluent vers une vocation beaucoup plus humaniste. La démarche scientifique s'affirme avec plus de méthode et de rigueur grâce à l'expérimentation et à l'observation des phénomènes. La pensée behavioriste Watson, 1913, qui s'est développée en réaction aux approches dites mentalistes, tente de modéliser et de mettre en évidence l'influence de l'environnement sur le comportement. La pédagogie de la maîtrise se fonde sur un postulat formulé de façon explicite par Bloom, 1976, selon lequel tous les élèves sont capables d'apprendre ce qui est inscrit dans leur programme d'études. Dans les conditions appropriées d'enseignement, presque tous les élèves, 95%, peuvent maîtriser la matière enseignée, ceci jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, voire au-delà. Huberman, 1988. Cette théorie est issue du modèle de Carroll, 1963, qui souligne, toutes choses égales par ailleurs, que les aptitudes de l'élève ne déterminent pas un plafond de compétences indépassable, plus ou moins élevé selon les individus, mais le temps nécessaire pour apprendre une tâche donnée plus ou moins grande. Elle rejette le principe d'égalité à la naissance. Tout en admettant l'existence des inégalités d'aptitude initiale,
L'APM réfute tout déterminisme absolu de ces inégalités dans la capacité des individus à atteindre les différents niveaux de compétences. Autrement dit, si les caractéristiques individuelles de départ peuvent changer, il s'ensuit que l'acquisition des compétences humaines les plus élaborées devient un objectif réalisable, Crae, 2000. L'approche méthodologique consiste à présenter une matière, français, anglais, italien, etc., par l'intermédiaire d'objectifs définis sous forme de comportements divisés en étapes d'apprentissage. Des tests diagnostiques sont administrés avant chaque étape. L'élève aborde donc une tâche nouvelle à un niveau où il peut réussir, parce qu'on est sûr qu'il maîtrise les étapes antérieures de l'apprentissage. Les tâches sont organisées dans un ordre séquentiel. 1.6. La notion de compétence, origine et champ d'application. C'est vers la fin du XVe siècle que le terme compétence est attesté dans la langue française. Il sert alors à désigner la légitimité confirmée ou l'autorité conférée à certaines institutions pour traiter les problèmes déterminés, Broncard et Dols, 2002. Depuis la fin du XVIIIe siècle, le sens du mot a évolué et prend en compte le niveau individuel. Il désigne depuis lors toute capacité due au savoir et à l'expérience. Toutefois, sous l'impulsion de divers courants des sciences humaines, d'autres tentatives visant à contribuer au terme signifié plus précis ont émergé. 1.6.1. Le domaine linguistique. Tout d'abord, Chomsky, 1955, dans l'un des textes fondateurs de la révolution cognitive et en réaction au behaviorisme linguistique, combat la thèse de l'apprentissage du langage par essai-erreur, conditionnement, renforcement, etc., va avancer l'hypothèse d'une disposition langagière innée chez tous les individus. Pour Chomsky, ni l'apprentissage ni le déterminisme du milieu ne peuvent expliquer seuls les phénomènes de rapidité d'acquisition du langage chez l'enfant, encore moins de la rapidité de récupération de celui-ci à la suite de lésions périphériques subies par un individu. Ces phénomènes seraient davantage liés à une disposition naturelle ou compétence linguistique que l'on retrouve chez l'homme. En somme, les habiletés ou compétences langagières à produire ou comprendre des énoncés verbaux résultent de l'existence dans l'esprit-cerveau humain d'un organe mental. C'est encore dans le domaine de la recherche en linguistique que la notion de compétence va évoluer vers une perspective beaucoup plus pragmatique et fonctionnelle. Hymne, 1973-1991, soutient notamment que pour développer les compétences linguistiques, il importe d'adapter dans l'enseignement les productions langagières aux enjeux communicatifs et aux propriétés contextuelles. La compétence ne se fonde plus uniquement sur des aspects biologiques, elle devient une capacité adaptative et contextualisée, dont le développement requiert une démarche d'apprentissage formelle ou informelle. 1.6.2. Le champ de la formation. Dans le cadre d'un mouvement de contestation de la logique de qualification, le concept de compétence va réémerger dans le champ d'analyse du travail et de la formation professionnelle. En effet, alors que l'exercice d'un emploi repose en grande partie sur la possession des connaissances ou d'une qualification faisant suite à une formation validée par l'État, une autre logique substitutive va se fonder sur la nécessité d'adapter les capacités de l'agent aux enjeux professionnels. De fait, cette logique estime qu'en raison de leur caractère statique et déclaratif et face à la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.